Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 71e épisode des Sommeliers de la lutte. Aujourd'hui à l'épisode, on fait un retour sur la semaine du 29 juillet au 3 août 2024. Et c'est Maxime Berriard qui vous parle en compagnie de l'illustre Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Toujours bien, toujours bien. Je vais essayer de pas m'emporter cette fois-ci pour deux raisons. Premièrement, je veux pas faire peur aux auditeurs, même si la Queen Elizabeth était très d'accord avec moi. Le casque de Cody Rhodes, let honesty. Fait que je suis pas tout seul là-dedans au moins. Et, Il y avait quelques personnes aussi qui avaient d'accord avec toi sur le fait que Cody est too much, un petit peu. Oui, merci pour ça. Et aussi le fait que on enregistre le soir, quand même assez tard, et mon bureau est collé sur la chambre de mes voisins. Donc je veux pas non plus les réveiller dans une peur incroyable, avec un genre de terreur nocturne, de comme c'est quoi ces voix-là d'un monsieur fâché qui parle de lutte. Fait que pour ceci et pour cela, je vais essayer de rester calme aujourd'hui. Fait que je promets rien, mais je vais essayer. Parfait. J'aurais le rôle d'être too much loin de mon bord. Toi, au pire, tu réveilles un bébé, fait que ça dérange pas. Ben oui, c'est ça. Il adore dur. Parfait. Qu'est-ce que ça fait de bon, toi, cette semaine, Pierre? Cette semaine, j'en ai parlé lundi, mais on a lancé nos ateliers avec lachose.ca, mais j'ai un autre projet aussi qui s'appelle humour101.ca. C'est un site internet, une plateforme web qui rassemble tout ce qui est humour au Québec et éventuellement dans peut-être 6 mois, 1 an, ça va être tout ce qui est humour francophone, donc on va se transposer aussi l'autre bord de l'Atlantique. Éventuellement, il faut être capable de partir le projet pour que le projet continue de bien grossir. Si vous êtes curieux, vous voulez aller voir humour101.ca. Il y a des soirées d'humour, répertoire aussi d'humoristes, répertoire de festivals. Donc, une belle plateforme. Et éventuellement, il va y avoir aussi des infolettes qui vont suivre avec des promos pour pouvoir aller sauver de l'argent sur des spectacles d'humour aussi. Des soirées d'humour, des spectacles d'humour. Il y en a beaucoup. C'est presque complet. Ce n'est pas encore, mais on va essayer de tenir ça à jour. Donc, humour101.ca. Mon nouveau bébé, moi aussi, qui quelques mois de vieux. Donc, il va peut-être aller à l'école avec ta petite. On sait pas. Peut-être, on sait pas. Que t'as une moue de mon bord, je regarde un peu, pendant comme plusieurs personnes, les Olympiques. Oui. D'un œil un peu fatigué, parce que les heures de sommeil sont un peu, sont un peu rares présentement. Fait que, ben c'est ça, écoute, on s'appelle quand même les sommeliers de la lutte. Ben oui. Fait que j'étais comme, il faudrait peut-être qu'on se fasse un petit résumé de ce qui se passe en lutte gréco-romaine. Yes. Fait que la bonne vieille lutte, là, plate, pas arrangée. La lutte là. OG, là. La lutte OG. Fait que, j'ai regardé ça. C'est quand même le fun, pour vrai. Ça ressemble un peu au judo. Tous les sports un peu de combat, là, olympiques, ça ressemble dans le genre de règles, qu'est-ce qu'il faut faire. Évidemment, pour gagner un combat, comme la vraie lutte que nous on aime, il faut mettre les deux épaules au sol, les deux omoplates, et là tu gagnes ton combat automatiquement, mais sinon il y a un système de pointage. Et là j'ai regardé les finales cette semaine, et c'est quand même cool parce qu'il y avait un Cubain dans la catégorie des 130 kilos, fait que les très gros monsieur, quand même, les messieurs sur la shape de Brock Lesnar, wow. qui s'appelle Millán Lopez Núñez, qui est à ses 5e Jeux olympiques. Quand on fait le calcul, ça fait genre 20 ans qui est là à chaque 4 ans. Oui. Et c'est sa 5e médaille d'or consécutive dans sa catégorie. Il a toujours gagné l'or à chaque fois qu'il s'est présenté. Toujours gagné, c'est du jamais vu. C'est le record ever pour un athlète d'avoir gagné 5 fois de suite. Dans toutes les champions. Toutes les catégories, tous les sports confondus. Wow. Fait que hyper impressionnant, le monsieur. Il ressemble, là, si jamais vous voyez des photos en ce moment, mais il ressemble à genre de Shelton Benjamin, mais genre X large, là, tu sais. Shelton Benjamin qu'on a comme rentré comme un Bobby Lashley puis un Brock Lesnar puis un peu plus fait sur le long, là, mais tabarouette qui était impressionnant. Il a comme gagné son combat 6-0 en finale. Il a détruit son adversaire. Et à la fin, c'était cool parce que il a comme fait comme dans notre lutte à nous. C'était genre son dernier. Il a dit, on savait pas, mais là, il a fini son combat. Et il savait qu'il gagnait. Il a gagné son combat. Il a enlevé ses souliers. Il les a mis dans le milieu du tapis. Puis il est parti, vous dire, c'est sa retraite. C'était son dernier match. Donc, félicitations à Millán Lopez. Et si jamais vous tombez sur nous parce que, écoute, vous avez vu qu'on parlait de lutte. Bon, on parle pas de cette lutte-là, mais on l'a quand même mentionné. Il y avait 41 ans à Barouette aujourd'hui. Il s'en va sur son 42 au mois d'août. Fait qu'un monsieur dominant. Tu sais, quand tu domines ton sport comme ça,
C'est dominant. C'est très dominant. Puis sinon, si vous voulez plus de la lutte qui ressemble à ce qu'on voit là, avec des souplexes, ça, allez dans les plus petites catégories de poids. Parce que les plus grosses, les messieurs sont tellement gros que ça se joue plus à. Ils se couchent sur l'autre puis attendent que la cloche sonne. Exact. Mais tu sais, si tu veux du monde qui se font des souplexes, là, des German souplexes, regarde les petites catégories de poids. Là, ça, c'est plus impressionnant pour ça. Fait que je conseille ça. Allez voir ça. Vous pouvez aller voir ça en rattrapage, probablement, si vous êtes de l'autre côté. Probablement que votre pays donne ça. Nous, au Canada, c'est sur tout.tv, c'est sur Radio-Canada. Fait qu'on va juste aller sur le site et on peut revoir n'importe quelle compétition. Fait qu'allez regarder ça. Nice. Et sinon, de votre côté, public, écoute, on a eu plein encore de commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux. Un gros merci. Ça aide vraiment l'algorithme. Parce qu'à chaque semaine, on voit des nouvelles personnes, des nouveaux noms. Puis ça, c'est grâce à ceux qui sont là depuis le début, hein, les Pierre-Paul de ce monde qui moussent l'algorithme depuis le départ. Fait que, tout d'abord, je vais commencer avec du côté de Marseille. On a été écoutés. On a Bat Carlito. Hein, qui nous dit qu'on mérite beaucoup plus de views. Là, il a fait des super reviews selon lui. Il écoute toutes nos analyses depuis Marseille. Fait qu'un gros merci, Batcarlito. Et n'hésitez pas à continuer de liker et de commenter. Ça me fait plaisir de jaser. J'espère que ton oreille s'habitue quand même à l'accent. On s'entend que des fois on parle vite puis on dit des mots un peu d'avant de la liste. Ça fait que. On essaie quand même. Ouais. Écoute, je dis ça, mais sûr que vous riez de nous là, quand on dit ça, mais j'essaie d'avoir un tantinet international, mais évidemment, un petit peu. Un petit peu. Hein, vous sentez un peu le Québec, des fois, dans notre accent. Sinon, qui d'autre qui nous a écrit, Pierre? Pierre, c'est Dumais Pierre, 6245. Je devine que c'est Monsieur Dumais, donc Pierre de son prénom. Il dit... et pourquoi pas la naissance d'un nouveau clan composé de Roman Reigns, Randy Orton, Kevin Owens et Cody Rhodes. Moi, j'aimerais bien ça pour voir les entrées et feuds contre le clan de Solo. C'est quoi? Ça serait un power clan. Écoute, en estique, là, imbattable. Là, je veux dire, si tu mets ces quatre-là ensemble... Ça s'appellerait pas le Bloodline, mais ça s'appellerait... The Godline. On domine, c'est ça. Ouais. On domine vraiment. Ouais. Dites-nous en commentaire un nom que vous pourriez donner à ce nom-là, des quatre... on a eu Evolution à l'époque. Comment ça s'appellerait, ces quatre gros noms-là? Et sinon, on a Ramirez qui nous dit que son match... En fait, on lui avait demandé s'il voulait... parce que vous avez parlé du G1, puis on voulait... Quel match du G1? C'est ça, s'il voulait nous faire des petits reviews. Puis il dit qu'on va sûrement aimer, en fait, si on regarde le G1, tout ce que Takeshita fait que Takeshita, qui n'est pas à l'All Elite présentement, qui est dans le G1. Fait que Takeshita contre Yota Tsuji, qui est un des prospects, l'un des futurs gros noms présentement à la New Japan. Donc, il y a Tsuji et Gabe Kids, en fait, Gabe Kids aussi, qui est un jeune qui va être très très bon contre Shota Umino. Shingo Takagi contre Shota Umino aussi. Shingo Takagi contre Gabe Kidd. Donc, c'est un peu les mêmes lutteurs. Quand ils luttent ensemble, ça fait de très très bons matchs. On a aussi Yota Tsuji contre David Finlay, Takeshita contre Jeff Cobb, que vous connaissez aussi si vous avez écouté un peu l'All Elite. En globalité, Ramirez nous dit en globalité, les gars, tout ce qui nous sert à New Japan avec le Climax, côté Gabe Kidd, Takeshita, Shota Umino, Yumera, c'est très bon. Yonaito, mais il est très en dessous. Evil aussi. Mais en général, il y a quelques bons matchs aussi avec Zack Sabre Jr. Fait que de ce que je comprends, de ce que tu nous dis, Ramirez, et de ce que j'entends aussi de mon côté, c'est très up and down. Soit les matchs sont excellents, soit les matchs sont un peu pouette, mais le G1, c'est souvent ça. Fait que merci, Ramirez, pour ton review du G1. Oui. Fait que moi, ça m'intrigue. Je vais sûrement aller voir quelques matchs là, comme ça là, que tu nous as conseillés. Fait que t'es un warrior de l'écouter, je vais le dire, là. Faut être... J'ai regardé les derniers matchs, moi, de mon côté. Toute la séquence de rondes et tout ça. Là, c'est un gros projet, regarder le G1 au complet. Là. Au complet, oui. Mais un gros merci, Ramirez, de ça. Et tu me diras quand je pense pas que c'est encore terminé, mais quand ça sera tout terminé, c'est quoi ton match préféré? Celui que tu recommandes le plus dans tout le G1. Et on va commencer cet épisode justement de review, épisode régulier du 29 juillet au 3 août, avec tout d'abord une chronique Pushbury, changement de gimmick. Pushbury, changement de gimmick. Pushbury, changement de gimmick. Et cette semaine, c'est un choix du public, Pierre. On a eu Christian Osier qui nous a proposé un Pushbury, changement de gimmick. Alors, je donne les choix qu'il m'a donnés. Alors, je dois choisir qui qu'on push, qui qu'on va enterrer et qui qu'on va changer sa gimmick entre Nia Jax, Natalia
et Shotzi. Lui, de son côté, il va bury Nia Jax pour l'ensemble de l'œuvre. Il va pousser Natalya en équipe. Et il va changer la gimmick de Shotzi pour qu'elle arrête de shooter des canons, de shooter avec un petit tank. Fait que, écoute, moi, de mon côté, c'est un gros merci de la proposition. Puis n'hésitez pas à en faire si vous en avez aussi. Là. Moi, je vais y aller pour enterrer Shotzi. Parce que moi, Shotzi d'en face, je l'aime pas beaucoup. Tu l'aimes pas, ouais. Je l'aime vraiment pas. Je la trouve un tantinet dangereuse lorsqu'elle lutte, surtout avec les lutteuses que j'apprécie beaucoup. Il y a tout le temps un ou deux petits mouvements que je suis comme, tabarouette, ça pensait pas proche de blesser quelqu'un, ça. Dans le nouveau rythme actuel de la WWE, cependant, j'ai l'impression qu'on prend beaucoup plus le temps de se pratiquer. Hein? On est moins dans l'époque de Vince où on enchaînait peut-être 5-6 jours par semaine. Là. J'ai vraiment l'impression qu'on met surtout les gens un peu moins habiles, on les met un peu moins de l'avant souvent à l'écran, ce qui fait qu'ils ont peut-être plus le temps de se pratiquer je comprends. Leur truc. Fait peut-être ça va avantager Shotzi d'avoir un rythme un peu moins intense de gala. Cependant, c'est elle que je vais enterrer pour cette raison-là. Moi, elle me fait un petit peu peur, Shotzi. Je vais... écoute. Qui je vais pousser? C'est difficile de pousser Natalya à cet âge-là. Fait que, malheureusement, moi, je vais y aller avec Nia Jax que je vais pousser. Ce qui est présentement le cas, d'ailleurs. Oui. Fait que je pense des deux qui restent, c'est celle qui a peut-être le plus de jus dans le réservoir qui lui reste. Puis Natalya, c'est plus beaucoup de jus, c'est plus beaucoup de botox qui lui reste dans le réservoir. Parce que Natalya, j'y changerais une gimmick et je l'amènerais peut-être plus manager à cette étape-ci. Sa vie. Puis peut-être même écoute, là, je vais peut-être être sévère, mais je l'amènerais. Je pense qu'elle serait une excellente productrice backstage pour commencer à avoir un peu une après-carrière. Là. Elle a une bonne tête de lutte quand même, on s'entend. Très bonne tête de lutte, c'est juste que le corps est maintenant, tu vieillis, fait qu'il peut pas, peut pas suivre comme les premières années. C'est très dommage pour Natalya, cependant, qu'elle a été prise dans la période diva où son prime, malheureusement, était... pouvait pas être mise camouflé de l'avant parce que... sous les paillettes et tout ça. Là. Exact. Les Kelly de ce monde avaient beaucoup plus d'impact, malheureusement, dans cette époque-là, que les bonnes lutteuses comme Natalya. Fait que, je pense, elle a-tu... Vous me direz ça, puis après, tu me diras ça là, dans les commentaires. Je sais même pas si elle a vrai... Je sais qu'elle a gagné le Diva, mais elle a-tu gagné le Woman? Natalya, j'espère que oui. Pas de mémoire vite comme ça. Pas de mémoire non plus, fait que j'espère qu'elle a au moins capable de nous répondre on the spot de même. Là. Ouais, parce que si elle n'a pas gagné le Woman, ça serait très décevant, puis je la pousserais. Je changerais mon choix. Parce que ça n'a pas de bon sens que Natalya n'ait jamais gagné la vraie ceinture féminine. Elle aurait juste gagné une ceinture de diva. Fait que ça va être ça mes choix. Toi, Pierre, tu vas avec qui? Je vais aller avec l'idée de Christian en... je vais bury Nia Jax. J'ai l'impression que le push pourrait être bien, mais j'ai une autre idée. Et changement de gimmick, j'ai l'impression qu'on peut pas changer la gimmick tant que ça de Nia Jax. Elle est prise un peu dans la carrure qu'elle a de Powerhouse. Donc j'ai l'impression que on pourrait pas devenir high flyer. Là, elle pourrait devenir peut-être plus face, mais est-ce qu'elle serait crédible en face tant que ça? Encore là, il faudrait l'essayer, mais je sais pas. Fait que je vais bury Nia Jax, pas pour... c'est un peu contre-intuitif parce que je vais complètement à l'inverse de ce que je disais lundi, là, où je l'aurais buryé sur place lundi. Je vais quand même bury Nia Jax. Je vais changer la gimmick de Shotzi. Je pense que elle a quelque chose à donner, elle est encore jeune, elle peut s'améliorer, puis elle a pas froid aux yeux, là. Elle a quand même fait des gros spots, puis c'est ce qui a poussé au fait qu'elle soit blessée présentement, là. C'est pour ça qu'on la voit plus. Fait que peut-être changement de gimmick du côté de Shotzi, et moi, je vais pousser Natalya une dernière fois. Une dernière grosse run, même si c'est 2 mois avec la ceinture, mais 2 mois où elle lutte chaque semaine, elle défend sa ceinture, elle vide la tank, puis après ça, elle va faire des petits dodos pour une couple de mois, mais une dernière push pour Natalya pour dire que merci du bon travail que tu as fait, de la grosse carrière que tu as eue, et même si c'est vraiment pas ma préférée, c'est vraiment pas le genre de lutteuse que j'aime, ça va être ça, quand même pour moi, avec les 3 choix que tu nous offres, mon Christian. Donc je bury Natalya, changement de gimmick pour Shotzi, et un petit push pour Natty. Même si... J'aimerais changer les gimmicks de Natalya avec les oreilles de chat un moment donné, mais oui, c'est ça pareil. Et fait des petites recherches et elle a effectivement gagné. Au moins, elle a gagné une fois le championnat féminin au début du Women Revolution. Donc, il a donné quand même ça, parce que sinon, elle n'avait que gagné une fois la ceinture diva.
Mais c'était vraiment une très bonne lutteuse lutte. Donc, elle méritait ce run-là. Qu'elle avait gagné. On a une petite feud avec Charlotte à l'époque. Merci, Christian, pour ça. Cool. Et vous, dites-nous dans les commentaires qui vous poussez, qui vous enterrez et qui vous changez la gimmick entre ces 3 lutteuses. On poursuit avec la prochaine chronique. La chronique qui le fait mieux, Pierre? Cette semaine, à qui le fait mieux? T'sais, on se rapproche tranquillement de l'Halloween. Fait que excuse-moi, je me fais rire. Ah, même loin, hein? Non, non, pas tant que ça. J'essaie de trouver un peu, avec All In qui s'en vient, où est-ce que je pourrais aller trouver de l'inspiration pour mon qui le fait mieux. Et j'ai pensé à, sûrement, l'histoire présentement à l'All Elite que j'aime le plus, le match que j'ai le plus hâte de voir, ou un des matchs que j'ai le plus hâte de voir à All In, c'est le match de Mariami contre Toni Storm. Donc, qui le fait mieux cette semaine, ou en ce jeudi en fait, qui est le meilleur à voler une gimmick? Donc, Mariami avec la gimmick de Toni Storm, Miz quand il a imité The Rock, et Shawn Michaels quand il a imité Hulk Hogan dans un genre de faux talk show à la Larry King. Qui le fait mieux, d'après toi, Maxime? Écoute, on va dire voler, mais tu sais, c'est des hommages. Ben, voler, c'est une imitation. On dit des hommages. Des hommages, ouais, c'est ça. Écoute, moi, ça m'a marqué. Écoute, Mario, je vais dire Mario May, ok, parce que présentement, je trouvais vraiment que la ressemblance était frappante entre les Storm. Mais Miz, qui fait The Rock, je m'en souviens, et que c'était bon, ça a été efficace, puis lorsqu'il rentre, ça a l'air, tu sais, d'un petit The Rock, là, tu sais, on sent qu'il est beaucoup moins musclé. Il marche mais il y avait la même démarche, et il avait vraiment étudié super bien les mimiques, là, tout ça. Fait que quand même une grosse mention honorable à Miz. Et tu vois, je suis encore avec Hulk Hogan. Écoute, j'ai pas le référent, moi, de mon Tu le vois pas, ok. Moi, j'ai vu le clip il y a pas longtemps, là, fait que c'est pour ça que c'est comme clair dans ma tête, là. Mais je vais quand même ça. Je vais y aller avec Mario May, puis mais Miz The Rock, c'était excellent. Fait que, mettons 2 choix. Tout ton bord. C'est cool. Moi, je vais y aller avec Miz aussi. Puis parce que Miz l'a fait, il y a un moment où quand il partait en feud avec quelqu'un, il imitait la personne. Il l'a fait avec qui? Il l'a fait avec une couple d'autres de lutteurs. Puis il joue tellement bien, puis il fait tellement bien que c'est super beau à voir. Puis oui, c'est ça, avec la capine, pas de cheveux, là, puis les expressions, il l'a fait très, très, très bien. Mention honorable aussi, je choisirais pas Mariami pour Toni Storm, mais quand elle est rentrée la première fois, puis j'étais certain que c'était Toni Storm qui rentrait, mais non, c'était Mariami la première fois qu'on l'a vu vraiment voler, pas voler, ben pour à ce point-là, oui, c'est voler la gimmick, là, parce qu'on sait vers où elle s'en va maintenant, là, la poffine. Et Shawn Michaels, oui, ça je l'ai mis dans les choix parce que il y a un beau clip de lui, c'est un genre de fausse entrevue un peu à la Larry King, c'est une imitation de Larry King, avec le même genre de décor, puis t'as Shawn Michaels qui rentre tout habillé comme hey, brother, puis il l'imite quand même assez bien. C'est quand même drôle. Shawn Michaels aussi qui joue toujours très bien, timing comique super bon. Fait que ça va être Miz pour moi de mon côté. Il a également invité LA Knight, John Cena, Miz. Il y a quelques imitations. On aurait pu aussi dire Damien Sandow. Ouais, j'ai pensé à Damien. Qui a genre imité l'entièreté de ce qui est de Miz à un point ça. tel où il faisait même ses mouvements sur le bord du ring. Moi, ça m'a fait toujours beaucoup rire. Ça. Fait que vous, dites-nous qui le fait mieux dans voler une gimmick, voler un peu un personnage avec un autre, imiter, rendre hommage, peu importe. Rendre hommage, peu importe comment vous voulez le voir. Dites-nous ça dans les commentaires. Hey, on va commencer cet épisode-là avec notre dégustation de la semaine. On va commencer ça avec le Raw du 29 juillet. Donc le Raw, il y a un peu plus d'une semaine déjà. Moi, j'étais en train de bercer un nouveau-né à ce moment-là. Donc, je l'ai écouté dans les derniers jours, avec un petit peu de retard. On a eu tout d'abord l'arrivée. La première vision du Wyatt Sick, comment il allait être dans le ring. Parce que on leur a fait une entrée à la suite du match contre Gable, de Gable et son nouveau club avec il s'appelle maintenant Made America. Made America, ouais, Made America. Made in America, truc comme ça. À l'époque, c'est encore une version d'Alpha Academy. Mais bref, ils sont venus encore, comme à chaque semaine, venir un peu tourmenter Gable. Et là, les 4 arrivent et les 3 monsieur qui ne sont pas Uncle Howdy enlèvent leur masque et on voit leur version. Moi, Dexter Lumis, quand même, m'a impressionné dans tout ça parce que
Il a vraiment changé son look, la barbe, le chant, les dreads. Ça change beaucoup. C'est un hommage aussi à Rob Zombie. Là. Je sais pas s'il y en a qui l'ont pogné, là, son maquillage et tout ça. Là, un petit hommage à Rob Zombie. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé. Puis la chimie que les trois gars ont, on va en reparler la semaine prochaine pour le Raw de cette semaine. Mais la chimie, déjà là, le petit peu qu'on a vu, la chimie était écœurante. Moi, ce que j'ai trouvé très, très drôle, c'est Gable, après ce segment-là, qui s'en va voir Adam Pearce, puis il est comme j'ai trouvé l'identité, je sais c'est quoi l'identité des trois autres, puis il est comme c'est Rowan, Gacy, puis Loomis, puis là Pearce est comme ben je sais, ils ont signé un contrat, c'est contractuel l'affaire, là. Je sais c'est qui a. Fait que ok, ben on va se battre contre eux la semaine prochaine. Fait que j'ai bien aimé. Encore une fois, Chad Gable est parfait dans tout ce qu'il fait. Il est vraiment, vraiment excellent. Fait que tout ce qui entoure la Wyatt Family, présentement, j'adore ça. Le côté comique avec Gable, le côté spooky et la lutte qui va en découler. Fait que je suis très, très, très content de où ça s'en va. J'espère qu'ils vont rester hot comme ils sont là. Faut juste pas que ça s'éteigne. Écoute, en tout cas, ils sont over, ça c'est certain. En ce moment, ils sont très over, la Wyattique. On a également eu évidemment, on se remet dans le passé, on était avant SummerSlam. On a eu une super bonne promo de Braun Breaker sur Sami Zayn. Il parle bien. Ouais, il était bon. Puis un petit clin d'œil au spectacle que Sami donnait, qu'il a également donné là, à Toronto. Spectacle d'humour, genre d'humour. Là. Ça semble genre humour avec invité, puis il va faire comme un truc d'anecdote, là, tu sais, j'ai pas vu le spectacle, mais de la manière qu'on nous le vend, je pense pas que c'est du stand-up, là. Parce qu'il y a des couches il y a des couches, puis ça a l'air des entrevues aussi avec des anecdotes de tournée. Il doit quand même avoir un certain milieu, début avec des bits, tout ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus un genre de truc pour les fans. Au lieu d'être un Q&A classique, ben, tu le fais en spectacle comme ça. Ouais, c'est ça. Et justement, Braun Breaker, il dit qu'il est content. Il est content pour Sami parce qu'il se pratique avec son après-carrière. Parce qu'il va en avoir besoin, parce qu'il va le détruire à SummerSlam. Et est-ce que c'est rien qu'une joke? Fait que, ouais, une bonne promo, une belle intensité de Braun Breaker. Et qui installait bien la table à sa victoire qui a eu lieu à SummerSlam. Vraiment. Comme champion. Et finalement, on a eu le main event. Également, tout ce qu'il y a un peu eu avant le main event entre Gunther et Finn Balor. Mais l'entièreté un peu du Judgment Day. On mettait de l'avant le match entre Damien Priest, tout ça. Et là, l'entièreté du Judgment Day était mobilisée parce qu'ils sont derrière Priest. Puis let's go, tu vas gagner. Puis il a fini comme je vais te l'attendrir, Gunther. Tu vas voir là. Avec le recul, c'est vraiment du génie. Ils ont tellement tout bien placé ça. Tout pour nous. Tout pour bien nous attendrir comme Finn voulait faire avec Gunther pour ce qu'allait être le reveal, puis avec ce qu'on sait maintenant, parce que c'est passé avec SummerSlam, là, avec le recul qu'on regarde ça, on fait comme c'est bien écrit, c'est bien fait, ça a été bien joué aussi. Puis au début, en fait, avant le match, il y a eu une promo de Gunther qui est tout seul dans les estrades, un peu comme Sami Zayn faisait il y a quelques mois. Puis il dit que Finn, c'est toujours I look up to you, Finn. J'ai toujours regardé. Je te voyais comme un des meilleurs au monde, mais depuis que t'es avec les weirdos, les street trash du Judgment Day, t'es devenu exactement comme eux. Fait que t'es une belle promo, là. V'là des fleurs, puis v'là le pot qui vient avec. Ça a été super, super bien. C'était une manière aussi de réexpliquer. Expliquer un peu ce qui va se passer dans les jours qui suivent en ramenant de l'avant un peu la dichotomie qu'avait Finn Balor ou ses anciens personnages où il était quand même très respecté in ring. Là, maintenant, il y a peut-être un peu moins de il fait pas des matchs à chaque semaine, il fait pas nécessairement le même style qu'il faisait lorsqu'il était à NXT. Il portait. Quand même, il doit avoir comme 41-42. Il n'y a plus 22 non plus. Là, fait que, non, exact. Fait que, mais c'était bien amené, surtout avec ce qui suit, pour nous ramener un peu ce côté-là, puis commencer à mettre peut-être un peu de friction ou des petites craques dans ce qui est le Judgment Day, qui n'avait pas encore tant que ça brisé avant SummerSlam. Fait que il voulait affronter tout seul Gunther, parce que Rhea et Damien, ils vont être tout seuls, eux autres, à SummerSlam. Puis un bon match entre les deux. Écoute, c'était un match à la Gunther, j'oserais dire, mais ça fitait bien avec Finn, qui est plus haute voltige, qui se fait bien pitcher puis qui reçoit bien. Puis l'expérience aussi de toute la New Japan là, avec Finn là, qui est ressorti dans ce match-là. Oui, vraiment, vraiment. Fait que les chops, entre autres, là, tout ça, c'était... Oui, Chris, les chops, c'est ça. Ben, c'est ce qui nous a apporté au beau visuel du chest plein de sang
à SummerSlam. C'est Finn qui l'a ouvert, puis c'est Damien qui a continué à l'ouvrir encore plus. Puis on a aussi continué à vendre le nouveau-ish, le finisher, là, le finisher plus technique, qui est le choke, qui est pour endormir. Fait que, la prise du sommeil, la prise comme du on sommeil dirait. ici. Ouais, exactement. Fait que c'est Gunter qui a battu Finn avec la prise du sommeil et après le match a continué à vouloir endormir Finn. J'ai dit, ils sont pas assez solides, faut vraiment que je l'endors. Fait que Damien est venu intervenir après le match et là, on nous a vraiment hypé pour pouvoir vers le match qui allait devenir notre match de SummerSlam, notre match préféré. Fait que je m'attendais vraiment pas à ça. Puis ben content. Content. L'histoire, j'étais pas certain. Finalement, ça a été bien bâti, ça a été bien fait. Puis le match est très bon. Tout bon. Tout. Oui, puis j'appellerai peut-être Gunther le prochain jour pour aller peut-être faire une petite prise du sommeil à ma petite. J'aime pas ça tant que ça dormir. Et c'est ce qui conclut le Raw du 29 juillet. On enchaîne avec le Dynamite du 31 juillet. On a eu quand même deux trucs qui nous ont plus marqué. D'abord, il y a eu ta rivalité préférée de la All Elite Wrestling, Mario May, qui était en entrevue avec René Paquette, qui a comme vraiment changé un peu son personnage là, au complet. Là. Elle est beaucoup plus, moi je pourrais dire, un peu plus diva dans sa manière d'être. Diva méchante, là, tu sais. Plus. Un peu. Je m'en va, puis tassez-vous. Ouais. Un peu de Maryse, un peu dans le type de personnage. J'aime ça. Si vous écoutiez ça à l'époque, là. Un tantinet est meilleur dans le ring, on s'entend, là, mais elle est au-dessus de ses affaires. Elle a confiance en elle. Puis c'est ça. Elle veut faire. Dans le fond, c'était tout ça. C'était un plan depuis le début. C'est ça qu'elle nous a expliqué dans cette entrevue-là. Elle voulait que Tony lui fasse confiance. Puis là, au moment qu'elle s'en attendait pas, elle a tourné contre elle. Là, la phrase « Je suis devenu toi ». Mais après All-In, je vais porter ta peau. À quel point. Depuis comme 3 mois là, dans la lutte, là, tout le monde veut tuer tout le monde, mais comme littéralement, là, comme tout le monde menace de percer un poumon. Calmez-vous, là. Je veux dire, c'est de la lutte, là, les amis. Il n'y a pas. Il pas fou pour ça, là. T'es personnel tout le temps. On veut tuer l'autre personne. Ça, c'est la tendance des crimes documentaires là, qui remontent à la surface. Tout le monde écoute ça. Mais là, la réponse à ça, qui est comme suivi un peu sur la rampe, il y a comme Tony qui est arrivé, puis qui était... Là, moi, j'ai trouvé ça too much un petit peu. J'ai préféré celle de Collision. Ouais. L'altercation de Collision. Mais celle-là, tabarouette, était intense. Elle avait un genre de... était un genre de white face, si on veut, là, un peu... qu'elle l'est depuis un petit bout, là, c'est ça qu'elle est... Ouais. Elle était complètement, genre... elle était cray dans le coco, là. Ça se passait pas bien, puis elle l'a pas pris. Puis là, elle était comme, je t'haïs, mais je t'aime, mais je t'haïs. Puis là, ça se passait pas bien. C'était très love-hate. C'est ça. Elle voulait la tuer également. Fait que, quand même, une bonne promo pour mousser. Entre les deux, on va revenir lors de notre tour de Collision. Moi, j'ai préféré celle de Collision pour mousser, mais celle-là également a fait son travail pour augmenter l'intensité entre les deux lutteuses pour éventuellement un des matchs de All-In. Et finalement, on a eu le main event, Darby Allin contre Adam Page. Et c'était... Écoute, Allin, il était impressionnant depuis qu'il n'est plus avec Sting. Là. C'est comme si on le... il était bon là, quand il était avec Sting en équipe, mais on a comme oublié à quel point il est fluide dans le ring. Puis que, je sais pas s'il a pris une coche de plus, mais il est tellement rendu excellent dans les transitions, dans ses enchaînements. Puis il fait même des trucs, c'est juste des petits détails, mais qu'on voit pas souvent. Je sais pas si c'est dans ce match-là, genre, ben tu sais, il fait. Il pogne. Il fait comme si l'autre personne se relevait, mais il la repogne tout de suite en espèce de deadlock. Mais c'est juste des petits trucs que tu vois pas souvent faire dans les transitions. Puis je le trouve vraiment efficace, puis super bon. Darby Allin, c'est un vrai lutteur qui prend beaucoup de risques. On pourrait le comparer à un Jeff Hardy, mais Jeff Hardy, notre ami Pierre-Luc Racine a déjà dit, c'est un stuntman bonifié. C'est un cascadeur bonifié. C'est pas tant un lutteur, même si Jeff Hardy est excellent, c'est juste que c'est pas exactement ça. Tandis que j'ai l'impression que Darby Allin, c'est un vrai lutteur qui prend des risques. La nuance est comme un peu différente. Il travaille son craft, là, tu sais. Oui, 100%. C'est très... Moi, j'en reviens pas comment il se blesse quand même pas si souvent pour le genre de lutte qu'il fait. Puis dans ce match-là, il y a eu des gros spots. Là, premièrement, ça a été très stiff. Puis Page, depuis un an, depuis comme son changement de personnage, fait
que des matchs extrêmement stiff, puis je pense que... Moi, je le préfère. Moi, je le préfère dans ce style-là, dans cette gimmick-là, plus méchante. Je sais pas si j'aime ça, mais je j'haïs pas le nouveau personnage d'Hangman. C'est plus facile, c'est plus le fun de le voir lutter, j'ai l'impression, dans ce genre de heel complètement démoralisé de la vie, puis qui veut juste... Il est comme porté par la colère. Ça ressemble un peu au personnage qu'il avait lorsqu'il était porté par l'alcool, ou genre un peu plus dépressif. Mais là, on dirait être porté par la colère, ça lui donne une intensité qu'il y a dans ses matchs qu'il n'y avait pas quand on faisait une espèce de gimmick autour qui buvait trop, là, tu sais. Là, je trouve, je préfère vraiment celle-là. Il y a eu également un gros spot là, d'un coffin drop dans l'entrée sur la rampe, là. Dans les tunnels, directement sur la rampe. Il faut faire confiance à la personne. À la Jeff Hardy, ça. Ouais, ça, 100%. Hangman qui a lancé Darby sur les marches de métal. Puis, ça fait mal, des marches de métal, on le sait, on le répétera jamais assez. C'est toujours, puis j'ai l'impression que c'est pas tous les lutteurs qui regardent notre podcast, parce que si oui, ben, soit qu'il en prendrait. Ben, en même temps, peut-être que Hangman l'a écouté, parce que j'ai fait comme ah, ben oui, c'est vrai, c'est très solide, ça, ces marches-là, je vais lancer Darby là-dessus. Puis Darby qui veut se venger tout de suite, parce qu'il est comme hey, fuck it, moi, je veux juste faire une. En fait, c'est que l'escalier était comme en plein milieu du couloir vers l'entrée de l'entrée où est le stage. La rampe. Et tout. La rampe, exactement. Et Hangman était comme assis ou comme à genoux sur les marches, puis Darby a fait comme, je vais juste me lancer sur lui. Fait qu'il y a un super beau visuel entre la 1 puis la 2, puis il plonge directement sur Hangman qui est sur les marches, qui est assis. Je crois qu'il était assis sur les marches. Fait que c'est super beau. Puis il rentre au poste Darby quand il se pitch undercut, le tabarouette, ça marche. Il y a également eu, ça c'est au niveau plus technique, là, tu sais, mais il y a Darby qui essaie de voler le finisher de Hangman en tentant le bug shot, mais lorsqu'il arrive, puis là le bug shot c'est ça, tu fais comme une rotation par en avant. Mais il se fait prendre à son propre jeu. Puis Hangman, il fait une corde à linge, lui, de son bord. Ce qui fait que, mettons, le mouvement technique de Darby, c'est très difficile parce qu'il flippe par en avant. Puis quand il atterrit, il doit flipper par en arrière. Puis tabarouette, ça a été tellement bien exécuté. Puis c'est ça, je dis, le côté, genre, relever le niveau, genre. Parce qu'il faut que tu switches ton ballon des deux bords. En tout cas, ça a été super bien fait. Puis le niveau de difficulté était plus élevé, mettons, que l'impact qu'on voyait, mais je comprenais pourquoi il le faisait, parce que c'est pas facile de flipper des deux bords aussi rapidement dans le Switch. Ça lookait, c'était super bon. On s'entend, il est petit, le Darby, là, mais il faut quand même que tu sois capable de le faire. Ben oui, et finalement, le match se termine par un roll-up de Darby. Ma déception du match, mais c'était comme pour protéger encore tout le monde. C'est ça, exactement. Et là, il était fâché après le match. Oui, puis le roll-up, il a quand même été bien fait, le roll-up, dans le sens où il n'est pas juste arrivé de nulle part, comme un peu n'importe quel roll-up. On a transformé genre le finisher en petit paquet. Genre. Ouais, c'est ça, exactement. Hangman qui a voulu faire le buckshot Lariat, puis Darby c'était comme tassé plus loin. Fait que là, Hangman a été surplacé, puis là, Darby a réussi à le pogner en roll-up. Fait que ça a été quand même bien fait pour un roll-up. Puis oui, c'est parce qu'on protège un peu tout le monde. L'All Elite qui fait ça depuis peut-être trop longtemps maintenant. Là, au début, ce que j'aimais dans l'All Elite au début, c'est qu'on n'avait pas de roll-up. C'est que si quelqu'un perd, tu perds. Tu te l'assumes, tu perds. Maintenant, on a un peu moins ça dans l'Elite. Puis moi, j'aimais vraiment quelqu'un qui est super fort. C'est comme, j'ai l'impression qu'on n'a pas ça dans la lutte. Puis là, c'est une parenthèse, là. Dans la vraie vie, même si t'es super performant, ça peut arriver que tu perds. Fait que je comprends pas. C'est pas une bonne journée, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Je comprends pas pourquoi on n'est pas capable tout le temps de montrer, pas tout le temps, mais de montrer ça dans la lutte, puis qu'un bon lutteur, il faut le protéger. Ben, un bon lutteur peut quand même avoir. Puis il y a certains qui le font. Un Kenny Omega n'a pas peur de perdre, un Bryan Danielson n'a pas peur de perdre parce que ça se raconte bien quand même comme histoire. Puis justement, racontez-nous ça comme histoire, que cette fois-là, ben, t'as perdu contre un lutteur peut-être un peu moins bon, mais que tu veux te reprendre. Tu sais, ça me semble pas toujours obligé, mais ça, c'est l'ego des gens qu'on voit à la télé. Fait que exact. Mais, somme toute, c'est ça. Somme toute, un Dynamite avec deux éléments qu'on vous conseille, mais pour le reste, un petit peu moins efficace comme show. Moi, en fait, j'ai préféré le Collision cette semaine. Il était un peu meilleur. Fait que ça fait le tour pour ça. Ensuite, on s'en va au SmackDown du 2 août 2024. Et j'ai quand même aimé, moi, ce SmackDown-là. J'ai trouvé efficace. Il y a eu 2 excellents matchs aussi. Tu sentais que c'est comme le SmackDown d'un... C'est ça. Non, mais les Go Home, là, ils ont changé.
C'est comme rendu c'est comme le pre-show maintenant. C'est ça. Parce que c'est dans la même ville, fait qu'on dirait c'est comme les lutteurs qui vont lutter le lendemain, ils luttent pas, fait que c'est comme leur show à eux de ceux qui vont lutter, puis il y avait deux matchs de championnat. Un entre autres qui a retenu notre attention. Il y avait également une espèce de suite de rivalité que je pensais pas que j'allais aimer, mais entre Carmelo Hayes et Andrade. Ouais. Mais tout ça ouvert tout d'abord avec une promo entre Cody et Solo. Et je dirais peut-être de mon côté la meilleure promo de Solo que j'ai vue. Ouais. J'ai trouvé quand même bon micro. On s'entend, il est pas. Pas le meilleur. Il est pas dégueulasse non plus. Là. Mais celle-là, je l'ai trouvé qu'il était incarné tout le long. Les phrases qu'il disait, ça avait de l'impact. Puis elle était importante, cette promo-là, parce qu'il va dire un mot très clair. Puis je pense qu'elle a bougé l'allumage de pourquoi on a vu Roman au pay-per-view du lendemain. Je parle parce qu'il l'a traité de weak. Ouais, il l'a traité de faible. Il a dit qu'il a perdu parce que c'était un faible. C'était un Tribal Chief faible. Mais lui, il est pas comme ça. Et là, de son côté, Cody qui... t'as quand même des bonnes lignes du côté de Cody, entre autres. Je vais l'aimer. Lui, il est tout le temps prêt à battre le Bloodline. Puis pour battre le Bloodline, il faut que tu battes le Tribal Chief. Ouais. Mais comme il est pas là, on va me contenter du wannabe qui est devant moi. Fait que c'était quand même une bonne ligne. Le public a bien réagi à ça. Puis cependant, j'ai comme pas aimé le booking de comme pourquoi Cody accepte un Bloodline match rule comme ça. Juste parce que c'est Cody Rhodes. Ouais. J'aurais aimé qu'on me l'amène différemment, peut-être. Parle-moi pas sur Cody. Je sais, mais en tout cas, je pense que ça méritait peut-être qu'il se fasse forcer ou qu'il ait comme perdu un match en amont puis qui fait qu'il n'y a pas le choix d'être... Un peu comme on a fait dans la montée vers WrestleMania. Ben, c'est que dans la psychologie un peu over de Cody Rhodes, il s'est dit sûrement, là, de la façon que ça a été pensé ou écrit là, non officiel, c'est que j'ai réussi à avoir l'avantage dans le premier Bloodline Rules match. Je sais à quoi m'attendre, fait que je vais être capable de réagir, puis avec un gars comme Arn Anderson qui a comme un peu tiré les ficelles en background, ben ça a donné ce que ça a donné avec l'aide de KO puis de Randy Orton. Fait que je pense qu'il y avait un peu ça qui flottait. Mais moi je sentais beaucoup le raccourci scénaristique. Ah oui. De juste faire, on va le faire, puis même Cody un peu il dit, là, genre dans le premier, il est comme, c'est probablement une des décisions les plus connes que je vais prendre, mais j'accepte ton challenge. Fait que tu sais, ça sonne très... genre, la grosse quest, on la règle par une phrase qu'on voit pas devant l'écran. Dans n'importe quel film, là, il y a des je suis d'accord. Ça, c'est un peu weird. Ça, je sentais que c'était juste un peu weird. On voulait mettre ce truc-là pour que Roman arrive, évidemment, mais on l'a mal amené, je trouve. Mais c'est mon seul petit point, mais je l'ai souligné parce que la promo de Solo, j'ai quand même trouvé bon à celle-là. Fait que je vais lui donner ses fleurs qui m'écrivent. Par la suite, j'en ai un peu parlé en début, là, mais le match entre Carmelo Hayes et Andrade, un deuxième match, je pense qu'il y a 2 semaines qu'ils ont fait l'autre match, et c'était encore une fois très excellent. Je savais pas si ça allait être capable d'accoter le match d'il y a 2 semaines, puis je pense que ça l'a même dépassé. Je pense que je vous le conseille vraiment, ce match-là. Les deux ont tellement une bonne chimie ensemble. Deux styles qui ça fonctionne bien. J'allais au début mes petits pots. Il y a Andrade qui est le champion speed. Mais il arrive pas avec sa ceinture. Fait que là, ils veulent pas montrer cette ceinture-là à la télé. Elle va rester toujours que sur X, Twitter. Mais tu sais, ça doit être à cause que c'est une deal commerciale, mais je me dis ça pourrait permettre aux gens de mettre des yeux sur le produit. S'il arrive avec la ceinture, on serait comme, ben c'est quoi cette ceinture-là? On va aller checker, on va faire des recherches. Bref, peut-être un petit peu dommage là-dessus, mais ça a été quand même un long match. 2 publicités dans ce match-là. Fait qu'on a laissé du temps aux deux. Puis avec raison. Ce match-là a commencé avec des gros chops sur le chest au début. Les deux ont des marques de main. Je pense qu'on aime ça ces temps-ci de la WWE, faire des débuts de chop. L'influence de Gunther, on la sent. Ou l'influence de Jericho et de Suzuki d'il y a 2 semaines. Peut-être. Tout le long du match, Ace trouve tout un peu son momentum. Il vend bien, il fait des beaux enchaînements. Il fait des beaux contres également. Et c'est un peu la même histoire qu'on nous raconte qu'il y a 2 semaines, mais c'est un petit peu plus serré. Fait il y a 2 semaines, c'était très le vétéran contre la recrue. Là, c'est encore ça, mais la recrue a pris des notes. Elle a regardé le tape. Elle a fait ses recherches. Fait on dirait ça passe plus proche, plus souvent qu'Andrade perde le match. Et moi, j'ai été surpris par la victoire d'Andrade parce que dans un contexte comme ça, souvent, on va donner une victoire chacun des côtés. Mais finalement, non, on a quand même donné la victoire du côté d'Andrade, mais moins facile qu'il y a 2 semaines. Mais un excellent match que je vous conseille. Il y a beaucoup d'enchaînements là, dans ce match-là
qui sont hyper beaux. Un Surtout de Carmel Louise qu'on voyait à NXT dans le temps. Là. Je pense que c'est un peu la même chose qu'on disait il y a 2 semaines, là, mais ça reste que là, ok, on voit pourquoi il est là, puis pourquoi il mérite d'être là. Et pourquoi il est poussé aussi. C'est ça, il est capable de donner ce genre de match-là. Puis il s'en est souvenu lui aussi, il a été voir ses tapes de quand il était champion NXT, puis il a fait comme, ah oui, c'est vrai, j'étais un bon lutteur finalement. Fait que lui aussi était capable d'apporter ça. Puis c'est là qu'on voit aussi. Andrade, j'ai l'impression depuis quelques années, on fait comme ça a l'air juste d'un gros bébé Lala qui veut pas lutter tant que ça, mais il perd quand c'est le temps de perdre, il gagne quand c'est le temps de gagner, puis il est capable de prendre un jeune comme Carmel Lewis, qui a quand même de l'expérience, on s'entend, puis il est capable de sortir de lui ce genre de gros match-là, parce qu'on s'entend Andrade, vétéran de je sais pas, 17, 18, là, 20 ans qui fait ça, fait que tout à son honneur aussi, il est capable de porter Carmel Lewis sur ses épaules et lui faire un Canadian Destroyer. Ouais, mais puis il a l'air d'avoir du fun en ce moment, Andrade, avec Carmel Lewis. Fait que j'ai l'impression que cette rivalité-là va peut-être se poursuivre et au niveau des matchs qu'ils nous donnent, en ce moment, moi, je suis en train de me dire que ça mérite peut-être un match en pay-per-view. Parce qu'ils ont sorti 2 excellents matchs, puis j'aimerais pas ça de les voir sur une plus grande plateforme. Le prochain pay-per-view peut laisser présager ça, parce que pourrait avoir un match ou 2 qu'il n'y a pas nécessairement de ceinture qui est mise de l'avant. Bash at Berlin! Bash at Berlin ou Bad Blood. Un des 2 prochains là, pourrait avoir cette rivalité-là avec un point d'exclamation, parce que les 2 gars font vraiment une belle job. Fait que je vous conseille ce match-là. Sinon, on a eu une petite promo backstage de la nouvelle valise de Tiffany Stratton. Hey, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas quand il y ait une nouvelle valise. Moi, ça a sorti de nulle part. Tellement bien fait. C'était super, super beau. Elle était là avec sa valise toute pétée, puis elle pleurait. Puis, moi, je m'attendais pas que Nia Jax arrive avec une nouvelle valise toute rose avec des brillants. Non, Dieu que c'était... Mais elle est belle, sa valise. Elle est belle, une petite sacoche, valise, en tout cas. Elle look, c'est juste... L'intervention de Chelsea Green. L'intervention de Chelsea Green aussi, qui est juste comme, moi, je sais pas, j'aurais pas mis cette couleur-là, puis ça m'a fait bien rire aussi, juste de comme teaser, de faire comme, t'es un peu le genre les 2 petites bitchy qui se parlent une à l'autre. Tu sais, la petite rivalité qui va peut-être se construire là, dans le mid-card entre les 2. Puis Tiffany qui lui répond qu'elle trouve que le Green lui va pas bien. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est ça, mais petite mention à la nouvelle valise. Et l'habitude, là, c'est encore mon nez de sommelier qui me dit, quand on donne une valise avec un design, ça laisse présager un plus long cash-in. Fait qu'un plus long moment. Fait que je serais surpris que ce soit dans les 2 prochains mois qu'il y ait un cash-in, mais on sait jamais. Mais on va jouer avec Nia Jax que la ceinture, là, on va nous teaser gros comme le bras, puis on risque. C'est ça, moi je pense qu'ils vont s'amuser avec ça. Ils vont le teaser, mais moi, en tout cas, je vous le dis, si on a des questionnaires qui vont arriver, moi, je vous le dis tout de suite, m'étonnerait qu'il y ait un cash-in avec ça. On a eu sinon le match pour la ceinture par équipe entre DIY et le Bloodline, le nouveau Bloodline, en tout cas, la nouvelle version du Bloodline. Et c'était M. Fatou et M. Tamatonga qui étaient les deux représentants du Bloodline, même si les 2 autres monsieur étaient ringside. Et t'avais un solo qui était comme irrité. Ça me fait rire, hein, solo. Je sais pas, ça mimique de gars frustrés quand il y a des mouvements qui se passent pas comme prévu. Il se flatte les sourcils. J'ai pas remarqué ça. Il se flatte tout le temps les sourcils. Comme si sinon ça le déc. Comme s'il y a 2 petits génies qui vont sortir de ses sourcils pour lui ça le calmait, là. Il se flatte ses sourcils. Fait que, bref, ça me fait quand même fait rire. Mais en début de match, on a eu une entrée très locale parce que il y a notre ami Gargano qui vient de Cleveland. Fait que Tabor et Ciampa qui parle à la caméra. Un peu comme ils ont fait lors de Toronto. Lorsqu'on était de passage à Toronto. Et par la suite, on dit allô à bébé et ainsi qu'à sa conjointe Candice LeRae et on part vers le ring en disant let's go, on va tout donner, on va tout péter. Une belle entrée, j'y trouve bon, moi, quand ils font ça. On dirait, genre, j'aime pas Gargano au micro, mais je l'aime quand il fait ses entrées en parlant directement à la caméra. Je le trouve plus incarné quand il y a un micro dans les mains. Il y avait vraiment la fierté d'être là, puis on le voyait, là, vraiment fier là, de sa ville, puis de sa gang, son monde qui était là. Puis bon pop quand même quand ils sont sortis. Fait que je suis bien content. Et un bon rythme de match. On a eu peut-être un 10-12 minutes avec une mini-pub là, en partant. Fait que c'était pas un très long match, mais le rythme il était quand même effréné. Fait que ça, c'était le fun. DIY qui a tenté encore une fois le Shatter Machine, un petit hommage à FTR. Mais malheureusement, encore pour un compte de 2. Et lorsque Fatou il a décidé que c'était son tour, quand c'était fini,
Et là, que c'était efficace. Ce monsieur-là, je commence à comprendre ce que tu me disais. Il est solide. Il est solide. Puis là, ça commence avec un no-sell d'un Poison Rana. Et c'était parfait, ce no-sell-là. De la manière qu'il le no-sell, il fait il enlève son gilet. Un gros rush d'adrénaline au cerveau là, qui l'a déclenché. Là. Et puis là, il enchaîne les 3 finishers par la suite. Fait que super kick d'en face. La personne tombe à terre. Fait son super beau Samoan. Il pogne le gars dans les airs. Il te le lance. Il l'attrape en Samoan souplex. Ça look, c'est tellement beau. Ça pourrait être un finisher. Par la suite, va dans le coin. Il fait un magnifique moonsault de la 3e. Un peu à la Tiffany Stratton. C'est super beau. Et par la suite, finit avec son magnifique DDT. 3 trucs super beaux. Puis les 3 s'enchaînaient là, super comme naturel. Tellement fluide. Là. C'était tac, 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 tac. Les 4, là, en dedans de 30 secondes, les 4 étaient faites. Ça lookait. Pogne le pin. Gagne évidemment sur ça. Super beau. Et on a un problème avec Jacob Fatu. Ça va être un monstre. J'y crois plus que comment on vendait Solo dans le même rôle. Lorsqu'il était dans le Bloodline. Là, je crois vraiment beaucoup en Jacob Fatu. Dans ce rôle-là de enforcer du Bloodline. Qui va être capable de le battre qui va le piner une première fois. Là, je pense que ça va devenir un genre d'achievement là, pour quelqu'un. La première personne qui va le piner 1, 2, 3. Là. Et puis je pense que ça va prendre du temps, moi, avant que ça arrive. Ça me surprendrait pas. J'espère que oui. Cette histoire-là va être intéressante à regarder. Ouais, fait que. Et par la suite, on gagne les ceintures. Fait qu'il y a un changement de ceinture à un SmackDown. C'est pas toujours. Les deux qui le donnent, ces ceintures à Solo, les deux ceintures sur Solo. C'est comment. Ben oui, de toute façon, Fatou, il aime tellement Solo, il va lui donner sa ceinture. C'est ça, il l'aime. Moi, je voudrais tout le temps qu'il crie ça. I love you, Solo. Moi, ça me fait rire à chaque fois qu'il le fait. Mais je trouve, par exemple, me le donner, il lookait Solo avec 2 ceintures. Ben oui. Il look avec des ceintures. Je l'ai pas le talent pour en avoir 2, mais il look avec 2 ceintures. Ben, puis il est encore jeune. Il a le temps de s'améliorer. Ben, pas tant. Écoute, ça a pris quoi? On a donné 8 ans de chance à Roman Reigns avant que ça décolle. Fait que on a le temps avec Solo, là. Je te le donne. On a le temps, là. Correct. Mais il look avec 2 ceintures. Moi, il donne là-dessus. Et ça fait le tour de ce bon SmackDown-là. Pour vrai, j'ai l'impression que les Go Home SmackDown, présentement, c'est sûr qu'il faut regarder pour de la bonne lutte parce que j'ai l'impression que c'est comme un mini pay-per-view. Là, c'est vraiment comme le pre-show. Tu regardes, tu recules de 5, 6, 7 ans, là, les pre-shows. Souvent, il y avait des matchs qui volaient complètement la vedette avec des Buddy Matthews, puis des Tony Nese, puis des Cedric Alexander qui revolaient partout. Mais c'est un peu comme ça, on nous maudit ça dans le Go Home Show, puis moi, je suis très d'accord avec ça. Ouais. Par la suite, on enchaîne avec le Collision du 3 août, le dernier spectacle qu'on va regarder cette semaine, qu'on va analyser. Et c'était un très bon, quand même, Collision. Moi, je l'ai préféré à celui de Dynamite, ce qui est rare. Encore une fois, je le souligne, on l'a déjà souligné la semaine dernière, mais le nouveau stage, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Par contre, plus je le regarde, je fais comme... Je regarde-tu la TNA ou je regarde la All Elite? Il y a un peu le côté TNA, là, le fait que la hardcam est face au décor et tout ça, mais ça look quand même, c'est super beau, super slick. Super slick. Vraiment. Et on a commencé ça avec une promo du Patriarche et de tout son clan qui venait de remporter la ceinture trio par équipe. Puis ça me fait rire parce que c'est lui qui arrive avec les 3 ceintures. C'est bon, il y a les 3 ceintures. Il y a les 3, c'est lui qui te ramène les 3 comme si c'était juste lui qui avait tout fait. Mais c'est drôle, là. Oui, c'est très beau. Puis là, il est comme là, je fais une cérémonie pour donner mes ceintures. Fait que j'en donne une tout d'abord à mon fils. Le protégé. Nick Wayne, le meilleur, le plus grand, le plus jeune champion de toute l'histoire de la All Elite Wrestling. Tiens, mon fils, voilà ta ceinture. Arrive du côté de Kill Switch. Et là, t'es mon finisher. Il l'aime, il le remercie, mais malheureusement, la ceinture s'en va à la femme qui a accouché du plus grand lutteur jeune, mon fils, Maman Wayne. Bon, et là, t'as Kill Switch qui est un peu fâché, mais là, avec tout le dégénère, on voit une petite tension. Il y a la House of Black qui arrive. House of Black mais pas juste une tension. Avant qu'on continue avec la House of Black, il y a eu une main sur l'épaule. C'est la première fois dans le plus long face turn de l'histoire, on s'entend, qu'il y a vraiment un contact physique voulu de la part de Luthozor sur l'épaule, mais le timing était excellent. Il y a eu la main sur l'épaule, boum, la musique, l'entrée de House of Black, donc c'est Brody King et Malachi Black qui rentrent. Ouais, mais nouvelle musique, nouvelle entrée. Qui rentrent juste en marchant.
Ouais, juste en marchant. Je sais pas si c'est à cause du nouveau décor qu'on veut voir genre House of Black. Moi, on dirait que j'aimais ça, le noir et le côté. Je sais pas. On va fermer les lumières. Là, comme là, il va l'avoir plus tard dans le segment. Là, fermer Ouais. ouvre. Là, moi, ils l'ont fait. Là. Ouais, ils l'ont fait, mais mettons l'entrée. Ah, est plus belle. Fermer, se déplacer, ouvrir. J'espère que ça sera pas ça la nouvelle entrée, tu sais. J'aimais ça quand Ok, on était dans le noir, puis là, il y avait un spot qui popait. Puis Ouais, ok, il non, ça, je apparaissait, suis là, tu sais. d'accord. Ça, je suis d'accord. Fait qu'on va voir. On va voir quand ils vont avoir un match en tant que tel dans les prochaines semaines. Et là, bon, là, on niaise. Vous pouvez pas être contre nous autres, vous êtes juste deux. On a pété, Body. Puis là, les lumières ferment. Hero. Puis qui a pas? Il y a Body qui fait son retour. Ben, tu sais, un retour, il a pas été très longtemps, pas là. Il a été se marier puis revenu. Là. C'est ça. Fait qu'il fait son retour. Et là, par la suite, ben, toute l'équipe du Patriarche chante de sang feu. Mais là, ils arrivent sur la rampe. Et là, ils sont bloqués par Bang Bang Gang. Qui étaient les anciens champions. Fait que là, ils en parlent. Ils essaient de se sauver. Fait que là, le Patriarche, ben, il réussit. Sauf que Nequin, il est pris parce que Skip Sapien, il l'empêche. Parce qu'ils ont eu une petite rivalité entre les deux. Fait que là, il l'empêche de s'enfuir. Et là, beat down à la bonne et due forme de Nequin. Qui scelle bien. Fait que tout le monde s'en vient à cœur joie du House of Black. Et là, il y a comme une espèce de confrontation entre le House of Black et le Bang Bang Gang. Parce que, probablement, ils vont avoir un match entre les deux pour savoir qui va être l'aspirant au titre trio. Donc, c'est rare qu'il y a des promos bien montés, bien exécutés à l'All Elite Wrestling. Et ça, c'en était une très typique WWE. Parce on que sent l'influence de Christian. Exactement. Mais c'était bien fait. Puis là, ben, ça met la voie. Le chemin, il est tracé là, pour qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Là, on a hâte de savoir ça va être qui va s'en aller contre eux. Christian au top de sa dans game, un petit 5-10 minutes facile. Fait que bravo pour ça. Ensuite, on a eu là un autre segment en Tony. Bon, tu sais que c'était bon ça. Ah, ça c'était très bon. Et Mario May. Là, ça commence avec Mario May qui s'en va au commentateur. Et là, s'installe tout ça, traite Chevani de bitch. Puis là, avant qu'elle puisse commencer quoi que ce soit, Tony, elle arrive, puis là, elle veut casser la gueule. Là. Tout le monde arrive, on veut les séparer, on les sépare. Mario descend en bas pendant ce temps-là, elle est comme sur la rampe. Tony, et là, t'as même Christopher Daniel qui est là pour essayer de les séparer. Et Tony, elle pogne son élan, elle se pitch ces deux, là, elle frappe un peu à la Kurt Angle là, du top de la rampe. Elle n'a pas fait de flip, là, mais quand même, un beau dive. Belle planche là, sur les deux. Et là, elle frappe techniquement un officiel. Fait que là, il va-tu avoir des conséquences, quelque chose? Peut-être Mario va avoir un avantage. Je sais pas. On va voir comment ils vont l'intégrer à l'histoire. Et là, on finit par les séparer parce que Tony elle a un match. C'est ça qu'elle s'en venait. Fait que là, une petite madame qui malheureusement se fait squasher. Elle s'en colissait de la petite madame, là. Pauvre petite madame. La petite madame, c'est ça. Elle était juste là pour vendre Tony fort. Et là, par la suite, on a encore un autre face-à-face. Et moi, j'ai bien aimé tout ça parce que là, tu sentais vraiment le sang chaud des deux. L'animosité. Ah ouais, ils s'aimaient pas. On en venait au coup. Et là, je sais pas comment on va faire pour, en crescendo à chaque semaine, monter ça. Parce que là, 2 fois dans la même semaine où on s'affronte, j'ai l'impression. On va peut-être faire ça chaque semaine. Chaque épisode, ils vont vouloir se casser à gueule jusqu'à temps qu'on arrive à All-In. Je sais pas comment parce qu'il reste quand même c'est fin. Un bon 2 semaines, 2-3 semaines, là, c'est 25 août. All-In, ok, il reste moins. Ça, il reste une couple d'épisodes là, à passer. Collision puis Dynamite. Fait qu'ils ont le temps d'essayer de se tuer puis de porter la peau de l'autre. C'est ça. Bon. Ensuite, on a eu un beau package vidéo de Bryan Danielson qui s'entraînait avec principalement Wheeler Yuta de BCC. C'est genre une vidéo pour mousser un peu son match avec Source Strickland, ainsi que son match la semaine prochaine avec Jeff Jarrett. Puis là, il demandait à Yuta de l'entraîner. Parce que, tu sais, il a le coup fragile, là, Bryan, avec les années. Il a plein de coups de blessure au cou. Il était comme, attaque-moi tout le temps au cou, pour essayer de l'améliorer. Puis ça, j'ai trouvé ça beau, parce que je trouvais que ça ressemblait à Goku dans Dragon Ball Z. Hein, avec sa queue de singe, je sais pas si tu t'en souviens. Ben oui, parce que quand tu touches la queue de singe, il fige. Il figeait, mais là, maintenant, il s'est mis à s'entraîner, ce qui fait qu'il était capable de se faire toucher à la queue. Fait que, j'espère que... Ça, hors contexte, ça va être bizarre. Hors contexte, ça va dans le top 10 là, des phrases hors contexte. Mais c'est ça. Fait que là, lui, la queue de Daniel, c'est son coup. Il y a la queue dans le cou, c'est ça que tu me dis. Exactement. Fait que là, il se l'entraînait pour avoir un beau coup, ferme, dur, pour qu'il puisse se battre contre un Strickland. C'est un bon petit package vidéo là-dessus. Et finalement, on a eu un match un très bon match. Écoute, c'était dans le milieu en plus. Mais Lee Moriarty, que j'aime beaucoup ces derniers temps, il était très bon dans le ring. Claudio Castagnoli, qui a du fun en ce moment. Et Tomohiro Ishii et
Un bon match. Bon, le premier, avant la pause, j'ai pas aimé Ouais. ça. Je trouvais que c'était lent, c'était un peu. Tu sentais de l'improvisation un petit peu. Mais quand on est revenu de la pause, tabarouette, c'était solide. Je pense que dans la pause, ils se sont juste donné des chops. Parce que quand on revient de la pause, t'entends la foule qui crie Chop Forever, Chop Forever. Tout le monde est rouge sur le chest. Tout le monde se donne des chests. Fait que ça, probablement, c'est ça qui s'est passé dans la Mais pause. c'est pas juste des chops, moi, le feed que je l'écoute, il n'y a pas de pause, fait que je vois en live ce qui se passe, puis ils sont en rond, puis ils font juste chopper la personne à côté. Ok. Fait qu'ils font juste, puis là, l'autre, il tape, puis là, l'autre, il tape, puis là, c'est cave, mais c'est bon, là, puis En tout cas, ça arrivait avec une intensité. Tu revenais de là-bas, je revenais avec d'une pause, j'étais comme tabarouette, c'était intense. c'est ça. Et là, on dirait que ça avait pris ça avait monté d'un cran avant le début du match que j'avais moins aimé. Là, c'est l'espèce d'enchaînement là, que on avait pratiqué ça. Là, tout le monde commence à se faire un German suplex. Ensuite, tout le monde fait sa version de la corde à linge. Là, Claudio, lui, est plus fort. Il fait un double corde à linge aux deux. Par la suite, Moriarty, il tente de comme voler les pins tout le long. Fait que genre, à chaque fois que soit c'était Ishii qui attaquait Claudio ou Claudio qui attaquait Ishii, t'avais tout le temps Moriarty qui venait voler le pin, qui essayait, puis l'autre, il venait briser le compte. Fait que l'histoire, c'était un peu ça qui était raconté. Les deux vétérans avec Moriarty qui essayaient de voler des pins à tout le monde. Comme si c'était genre son seul moyen de gagner là, face aux deux vétérans. Là, la fin, elle est superbe. Là. Le dernier 2 minutes, c'est super bien fait. Il y a vraiment un très bon enchaînement où tu as Claudio qui a Ishii en position souplex. Moriarty passe par-dessus lui en espèce de roulade powerbomb. Pogne Ishii qui, comme dans son momentum, va faire la souplex, mais lui, il pogne Claudio et il pin Claudio. Fait que t'as comme un souplex powerbomb qui se fait au même moment. Ouais, c'est pas clair, mais c'est beau. C'est super bon. Allez voir ça. Et par la suite, les deux se mettent à attaquer Moriarty. Et finalement, il y a comme un genre de vol de pin, mais original. Fait que Ishii fait attaque au sol Moriarty. Il se fait tirer du ring par Claudio. Claudio, il remonte sur le ring, part à courir. Lui, il se fait un espèce d'uppercut avec momentum. Et il décide de le piner. Fait que les deux ont comme fait un espèce d'uppercut. L'autre côté, c'était pas un uppercut, mais quelque chose qui ressemblait à ça. Et il y a un vol de pin et Claudio remporte de cette manière-là. La séquence de fin est super bon, super original. Bon. Et le mix des trois, ça fonctionnait. Fait que, c'est le match qu'on vous conseille cette semaine. Absolument. T'as autre chose à ajouter, toi, sur cette... Ben, en fait, oui, mention honorable à Hologram. C'est la première fois que je prenais le temps de vraiment écouter Hologram, qui est en équipe avec Mystico. Mystico qui fait du très bon travail, qui était contre les Premier Athletes, donc Tony Nese et Davari. Il est tellement fluide. Tellement fluide. Fait que, surtout en équipe contre Mystico. Wow! J'ai moins aimé le Premier Athlete, mettons. Je ne l'ai pas noté, mais oui, Hologram était aussi solide que les autres. Moi, c'est la première fois que je prends le temps de vraiment regarder le travail qu'il fait. Puis, Tadine de maudit, si vous écoutez ce match-là à 1.5 de vitesse, là, ça vole. Ouais, ça va vite. Ça va vite. Ça fait le tour de ce Collision du 3 août 2024. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nos choix aussi. D'autres matchs qu'on n'a pas nommés et que vous auriez aimé qu'on dise. C'est le temps de le dire dans les commentaires. Et si vous êtes rendu jusqu'ici, faites un like également. Ça coûte rien, ça l'aide l'algorithme et ça nous fait toujours plaisir. Un gros merci de nous suivre à chaque semaine. Si jamais vous êtes à l'audio, ça se passe où, Pierre? À l'audio, ça se passe sur n'importe quelle plateforme de balado, de podcast que vous voulez. Et si jamais vous voulez discuter avec nous, puis sur Apple Podcast, il n'y a pas tant de place pour laisser un commentaire que les sommeliers vont être capables de voir puis de discuter. Venez nous voir sur Facebook, venez nous voir sur Instagram. C'est là que les discussions se passent si vous n'êtes pas sur YouTube. Sinon, sur YouTube, vous voyez nos belles grosses faces avec des cernes et vous voyez aussi des photos, des supports visuels qui sont là. Fait que ça vaut la peine des fois de venir nous voir directement sur YouTube et de réagir, de liker, de partager. Parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille. Parce que, on le sait, là, c'est Noël qui s'en vient, fait que parlez-en à votre famille. Donnez le podcast comme cadeau de Noël. Exactement. C'est un beau cadeau. Et nous, on se revoit lundi prochain pour l'épisode 72. Ça va être encore une fois un épisode régulier. On va revenir sur la semaine de lutte qu'on est en train de vivre présentement. Donc, il vous en reste 2. Nous, il nous en reste 3 à écouter au moment. Tu sais, le temps. Et sinon, un gros merci comme toujours. Là, ça nous touche vraiment beaucoup vous voir de plus en plus nombreux et nombreuses. Fait que gros merci d'être là. Ça nous encourage à continuer. Absolument. Et écoute, on va se rendre aux 3 chiffres fort probablement dans pas long. Fait que, ça s'en vient vite. Ça s'en vient vite quand même. C'était Max Perriard, yep, ainsi que Pierre Castonguay pour les sommeliers de la lutte. Ciao tout le monde.